Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir, de votre participation pour cette conférence autour du thème de la paix et dans le cadre donc des journées de la paix qui sont organisées à Montréal en particulier, au Québec en général, et qui s'inscrivent donc dans les journées internationales de la paix qui sont, j'allais dire, célébrées à peu près partout dans le monde, aux alentours donc de la fin septembre. Euh, le thème que je vais traiter ce soir, bâtir la paix à main nue, vous allez voir, est un thème un petit peu particulier et surtout, je vais prendre un angle particulier pour traiter ce thème de la paix. Et je vais surtout prendre un point de vue, j'allais dire, quelque peu provoquant et paradoxal. Avant tout, je vais me présenter un petit peu à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Christophe Roux-Dufort et je suis professeur à l'Université Laval. Et en même temps, je suis fondateur d'une discipline, d'un art martial qui s'appelle la voix des mains et qui, comme son nom l'indique, utilise les mains, des prises de main, des positions de main, des mouvements de main euh, pour à la fois se connaître en profondeur et se transformer. Et évidemment, pour, d'une certaine façon, faire une expérience de pacification avec soi-même, puis avec les autres. Et c'est bien entendu de ce point de vue-là que je vais parler de ce thème de la paix ce soir. Alors, juste pour me présenter de façon plus particulière et surtout pour que vous puissiez comprendre après l'ensemble de mes propos et pour donner un contexte un peu personnel à cette réflexion, j'ai d'abord un itinéraire professionnel d'une trentaine d'années, j'allais dire, comme universitaire, et qui m'a conduit sur les 30 dernières années à m'intéresser de très près à la thématique de la gestion des situations de crise, en particulier dans les organisations, dans les entreprises, dans certains pays. Et à ce titre-là, j'ai côtoyé en fait des situations, puisque à la fois je suis intervenu comme professeur, donc professeur d'université, chercheur, j'ai publié un certain nombre de livres et d'articles sur ces questions, mais aussi comme consultant, comme intervenant. Et je suis intervenu sur une diversité de terrains de crise. Et à ces occasions, j'ai côtoyé des dynamiques à la fois humaines, collectives, individuelles, extrêmement particulières, parce que lorsqu'on se trouve dans des situations totalement inattendues, parfois même un peu extrêmes, alors excusez-moi, je laisse, voilà, j'ai admis un participant. Lorsqu'on se trouve dans ces situations extrêmes, eh bien, le comportement change et j'ai côtoyé des oppositions, des désaccords, des conflits, des mésententes et souvent aussi des guerres ouvertes, des guerres intestines. Bref, un environnement dans lequel la paix n'était pas véritablement reine. Et ces situations m'ont toujours beaucoup, beaucoup interpellé. Et j'ai essayé pendant 30 ans, et encore maintenant d'ailleurs, eh bien, d'apporter en tant que chercheur des réponses ou en tout cas des solutions pour mieux gérer ces situations, mais qui restent dans tous les cas des solutions extérieures. Et puis, en parallèle de cet itinéraire professionnel, j'ai également poursuivi un itinéraire que j'appellerais spirituel, c'est-à-dire un chemin de réflexion et de connaissance ainsi que de transformation approfondie de moi-même. Et là, depuis les 20 dernières années, puisque j'ai suivi en fait les enseignements d'un maître spirituel français dont l'enseignement était principalement fondé sur une forme de méditation que j'ai pratiquée de façon assidue et très engagée pour se connaître, pour mieux se connaître. Un enseignement qui était fondé aussi sur la capacité à susciter, j'allais dire, ces intuitions créatrices, à stimuler ces intuitions créatrices. Et tout ceci, pendant plusieurs années, m'a conduit peu à peu, puisque c'était la finalité de l'enseignement que je suivais,
eh bien, de trouver une forme d'utilité concrète sur Terre qui puisse à la fois être aidante pour les autres et pleine de sens pour celui qui la mettait en œuvre. Et j'ai fondé, donc, il y a quelques années, une discipline dont je reparlerai un peu plus tard dans cette conférence, qui s'appelle la voie des mains. Donc, j'ai ce double itinéraire qui s'est à la fois nourri mutuellement, bien sûr, sans véritablement se croiser ou se fertiliser définitivement, mais qui m'a permis justement de chercher un certain nombre de réponses à propos de ce qu'on va appeler les guerres, de ce qu'on va appeler les situations où la paix ne règne pas, c'est-à-dire l'essentiel des situations dans lesquelles nous vivons la plupart du temps et dans lesquelles malheureusement d'autres gens vivent dans des conditions encore un peu plus difficiles. Nous sommes déjà intervenus dans les journées de la paix depuis maintenant plusieurs années, et notamment pendant 2 années de suite, il y a 2 ou 3 ans de cela, nous avons organisé à la fois à Montréal, à Joliette, puis dans d'autres villes du Québec, ce qu'on appelait à l'époque un rallye de la paix, donc qui permettait, dans des parcs la plupart du temps urbains, qui permettait à des gens de venir pratiquer des petits jeux de vie intérieure qui avait cette vocation d'apaiser temporairement par rapport à un état dans lequel on était. Et nous réintervenons cette année donc dans le cadre de ces journées de la paix, avec en particulier cette conférence sur bâtir la paix à main nue. Voilà pour contextualiser ce que je suis, l'itinéraire que j'ai eu, et pour vous dire que j'ai à cœur, parce que c'est ma personnalité, j'ai une approche extrêmement concrète des choses, même si, vous allez voir, je me situe souvent dans une réflexion spirituelle, c'est-à-dire dans une réflexion sur le meilleur de l'être. Et je tiens à cette approche à la fois précise et concrète. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à l'intériorité humaine qu'on peut rester flou, vague et j'allais dire éthéré. Le message principal, et c'est ce que je vais m'efforcer d'articuler durant cette conférence, le message principal sur lequel je voudrais revenir est le suivant. Pour bâtir la paix, il faut apprendre à combattre. Alors, c'est un message qui peut paraître paradoxal, un petit peu provoquant sans doute, parce que le combat, c'est quelque chose qui, a priori, j'allais dire, n'est pas tout à fait en cohérence avec la quête de paix que nous pouvons avoir. Mais vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'un combat destructeur, mais qu'il s'agit d'un tout autre combat, d'un combat évidemment constructeur et de ce que j'appelle en particulier d'un noble combat. Et c'est sur cela que je voudrais développer pour parler de ce thème qui est, j'allais dire, bâtir la paix à main nue. Ce combat dont je parle relève, de mon point de vue, lorsqu'on a une approche plus intérieure, plus interne, lorsqu'on adopte une approche dite spirituelle, c'est-à-dire du meilleur de l'être, eh bien, ce combat relève d'un véritable art martial, au sens le plus traditionnel du terme. Je reviendrai aussi tout à l'heure sur ce qu'est un art martial, mais les arts martiaux au sens le plus traditionnel du terme ne sont pas des arts de la guerre pour détruire l'autre, mais sont véritablement des arts de la maîtrise de soi, de la domination de soi et évidemment donc de la connaissance et de la transformation de soi par la pratique d'un certain nombre de techniques. Et c'est justement de ce combat-là dont je parle. Ce combat, le combat dont je vais parler ce soir, est un combat particulier puisque c'est un combat à main nue. J'allais dire, et je dirais même, c'est un combat à cœur nu. Autrement dit, c'est comme si nous allions livrer des combats contre des adversaires redoutables sans rien, c'est-à-dire seulement nos mains, seulement notre cœur. Et c'est ça la particularité de ce que j'appelle le noble combat, c'est-à-dire d'être capable, j'allais dire, de vaincre
un certain adversaire, dont on parlera tout à l'heure aussi, à main nue, même si lui, j'allais dire, est armé, est surarmé, est suréquipé, il est possible de vaincre n'importe quel adversaire. Et vaincre, ça veut dire quelque part trouver une paix, d'accord, désarmer n'importe quel adversaire à main nue. Et le thème sous-jacent, évidemment, de se bâtir la paix à main nue, c'est le terme précisément du désarmement intérieur. Alors, le désarmement intérieur, ce n'est pas un mot que j'ai inventé, hein, c'est un mot qui a été employé sans doute par plusieurs personnes, mais celui qui l'a mis beaucoup en avant, c'est le Dalai Lama, hein, puisqu'il parlait de désarmement intérieur pour désarmer le monde. Eh bien, c'est un petit peu dans cette veine-là que je vais développer ma réflexion ce soir. Et le combat dont je parle n'est pas, comme je vous l'ai dit, un combat destructeur, ce n'est pas, ça relève moins du combat à mort que d'une danse, d'une certaine façon, d'une danse avec les loups, d'une danse avec nos loups, nos adversaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, j'ai essayé de le positionner à la fois en termes de contexte personnel et puis de message que je vais essayer d'articuler ce soir. Je voudrais commencer, et je vous en proposerai une autre durant la conférence, par une petite expérience toute simple, hein. On va alterner ce soir à la fois des petits apports, comme je viens de vous le dire, et puis des petites expériences toutes simples, justement avec les mains, et vous comprendrez au fur et à mesure de la conférence, eh bien, le sens de ces exercices, mais je ne vous livre pas le sens avant pour ne pas que vous soyez trop influencés. D'accord? Alors, l'exercice que je vous propose est tout simple, c'est comme de vous figer quelques secondes et de figer vos mains dans la position où elles sont en ce moment même, quelle que soit leur position. Si elles ont quelque chose dans les mains, vous gardez les choses, vous ne bougez plus vos mains, vous les figez quelques secondes dans la position où elles sont. D'accord? Et puis, vous allez tout simplement fermer les yeux, simplement pour mieux sentir, hein, l'expérience. Et je vous invite, alors que vous avez les yeux fermés et que vous pouvez porter votre attention sur vos mains, je vous invite, en portant votre attention sur vos mains, à vous laisser gagner par les différentes sensations que vous avez dans ces mains, dans la position où elles se trouvent en ce moment même. Je vous invite à essayer de sentir la diversité, le champ de sensations que les mains sont capables, j'allais dire, à la fois de capter et de vous renvoyer. Toujours les yeux fermés, je vous propose par exemple de vous intéresser à leur poids, évidemment selon la position dans laquelle elles sont, eh bien, vous allez sentir un poids différent. Peut-être qu'une main est plus lourde que l'autre, mais peut-être que vos mains sont légères. Intéressez-vous au poids de ces mains. Sentez-les. Je vais vous montrer dans quelques minutes à quel point les mains sont des vecteurs absolument extraordinaires. Toujours les yeux fermés, sentez maintenant peut-être la température de vos mains. Est-ce que vous les sentez froides, tièdes, chaudes, très chaudes, glacées? Et peut-être que d'une main à l'autre, ces sensations varient également. Troisième sensation, sentez, toujours sans les bouger, les petites tensions que vous pouvez avoir dans les doigts, les articulations. Ou pas. Et bien entendu, là encore, ceci dépend principalement
de la position dans laquelle se trouvent vos mains. Quatrième type de sensation, essayez de sentir cette fois vos paumes en particulier et sentez si vous ressentez du plein ou du vide dans ces paumes. C'est une sensation qui est beaucoup plus subjective, celle-ci, bien entendu. Mais essayez de sentir si vous sentez vos mains pleines ou vides. Et là encore, ceci peut peut-être varier d'une main à l'autre. Cinquième type de sensation, les fourmillements. Est-ce que vous ressentez des fourmillements qui donnent à la fois une certaine vie à ces mains, mais qui peuvent aussi parfois, j'allais dire, donner le sentiment d'un engourdissement? Et dernière sensation, essayez de sentir quelle est la position de vos mains l'une par rapport à l'autre. Y en a-t-il une qui est plus haute que l'autre, décalée par rapport à l'autre, proche ou éloignée? Essayez de sentir la position de vos mains, l'une par rapport à l'autre, toujours en fermant les yeux, bien sûr. Alors, ce petit exercice, c'est un tout premier exercice de présence à soi par les mains. Comme si tout d'un coup, parce que nous restions dans une immobilité, nous nous figions, nous fermions les yeux et que nous portions notre attention sur ces mains, eh bien tout d'un coup, on s'aperçoit à quel point ces mains nous transmettent des sensations extrêmement différentes. Et je vais vous emmener, pour la première partie de cet exposé, dans le monde extraordinaire de ces mains. Alors, vous pouvez revenir dans la présentation. Les mains. Vous savez, et c'est pour ça que j'associe beaucoup cet organe au thème de la paix, vous savez très bien que les mains sont des symboles est un symbole qui est souvent utilisé pour incarner des idées de paix. Hein. Des mains qui se prennent l'une l'autre, des mains qui se serrent. Hein, lorsque des accords de paix sont signés entre des nations, eh bien, les deux chefs d'État vont venir se serrer la main comme en signe de paix. Vous savez également que si vous connaissez un peu différents rites, notamment religieux, quelle que soit l'origine de ces religions, la main est beaucoup utilisée aussi pour incarner quelque part cette dimension sacrée que nous essayons de faire vivre sur Terre à travers des mouvements, des gestes particuliers. Donc la main, c'est évidemment un symbole très fort, et c'est un symbole très fort parce qu'en fait, c'est un organe d'essence qui est fondamentalement central dans notre fonctionnement d'être humain. Et pour vous donner une petite idée de ce que sont ces mains, eh bien sachez que vos deux mains sont équipées au bout de chaque doigt environ de 3000 récepteurs. Donc, comme on a 10 doigts, ça fait environ 30 000 récepteurs différents, juste sur les doigts. D'accord? Si on compte les récepteurs qui se trouvent dans les paumes et sur l'ensemble de la surface des mains, évidemment, il y en a beaucoup plus. Autrement dit, vous avez avec ces mains, j'allais dire, des antennes hypersensibles, hyper puissantes, et qui et qui existent justement pour nous permettre de bien vivre. Hein. Alors, quels sont ces différents récepteurs que l'on va retrouver? Par exemple, on va retrouver des thermorécepteurs. Alors, les thermorécepteurs, eh bien, ce sont des petits capteurs qui, en fait, vont transformer une information physique, ici la chaleur, vont transmettre cette information physique à travers le système nerveux pour qu'elle aille jusqu'au cerveau et en faire une information psychique. D'accord? Donc, les thermorécepteurs, ce sont des récepteurs qui se situent dans nos mains et qui doivent mettre justement, comme je vous ai fait un peu l'exercice,
de sentir le chaud, le froid. Et vous comprenez aussi que c'est fait pour nous protéger, puisque grâce à ces thermorécepteurs, nous n'approchons pas trop nos mains de sources de chaleur trop vives, parce que sinon, évidemment, nous nous blesserions. Vous avez également ce qu'on va appeler des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, eh bien, ce sont des récepteurs qui sont capables de sentir, j'allais dire, la déformation de la peau sous l'impact d'un objet. Quand vous prenez un objet dans vos mains comme ça et que vous le serrez, la peau se déforme et donc le cerveau est capable de sentir qu'il y a quelque chose dans la main, même d'en ressentir les angles, d'en ressentir la forme, grâce notamment à ces mécanorécepteurs. Vous avez également d'autres types de récepteurs qui sont un peu différents, qui sont ce qu'on appelle des nocicepteurs et qui sont des récepteurs de douleur, c'est-à-dire des récepteurs qui nous permettent de sentir la douleur. Alors évidemment, selon qui nous sommes, nous n'avons pas la même tolérance et les mêmes seuils de tolérance à la douleur, mais ces nocicepteurs, quelque part, eh bien, nous permettent, là encore, de nous protéger contre des douleurs trop fortes, et j'allais dire de retirer nos mains ou de tenir éloigner nos mains de certains foyers douloureux. Donc, vous voyez, simplement en termes sensoriels, les mains sont équipées, sont quasiment suréquipées de capteurs de différentes natures qui nous permettent de sentir une infinité de phénomènes, une infinité de fragments du monde extérieur dans lequel nous vivons. En outre, les mains sont dotées de récepteurs qui nous permettent d'avoir des informations dites proprioceptives, c'est-à-dire des informations qui nous permettent, notamment, sans les regarder, comme je vous ai proposé d'expérimenter, sans les regarder, de connaître exactement la place des mains l'une par rapport à l'autre, le mouvement et la place des doigts à l'intérieur d'une main ou par rapport aux autres doigts. Et donc, nous permet quelque part de faire des réglages d'une très grande finesse dans la façon dont nous utilisons nos mains. Autre type d'informations, des informations kinesthésiques, eh bien, qui sont des informations qui nous permettent de ressentir là aussi des formes, des textures, par exemple, des angles, mais aussi, et c'est très important, des poids. Et c'est grâce à ces informations kinesthésiques que nous sommes capables de prendre un objet dans la main et de sentir immédiatement, de ressentir le poids de cet objet et d'avoir le sentiment que c'est lourd ou que c'est léger ou que ça va. Donc, regardez combien la main est avant tout un organe des sens et que justement, eh bien, ces sens sont captés par une quantité de récepteurs qui nous permettent de sentir le monde extérieur avec une extrême subtilité. Bien entendu, comme nous ne portons pas attention régulièrement à ces mains, eh bien, nous n'avons pas le sentiment comme ça qu'elles ont une si grande richesse. Et l'exercice que je vous ai fait faire, même s'il était court, on le fait souvent dans la voie des mains au tout début, c'est simplement reprendre contact avec ces mains et avec leur capacité de captage d'informations sensorielles. D'accord ? Ce qui est très important, c'est que vous commencez à comprendre que les mains captent une quantité astronomique d'informations et que cette quantité astronomique d'informations doit être traitée par le cerveau. Eh bien, on peut s'en remettre à un schéma que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est ce qu'on appelle l'homonculus sensitif, qui est en fait une représentation de la place qu'occupent les organes par rapport à la surface de cerveau utilisée, la surface cérébrale utilisée pour traiter l'information relative à ces organes. Et vous avez ici une représentation graphique dans laquelle vous voyez d'emblée, d'accord, que l'organe qui prend le plus de surface, notamment dans le cortex cérébral, d'accord, et des aires pariétales, eh bien, ce sont les mains, tout simplement parce que les mains font partie des organes qui captent le plus d'informations sur ce qui nous entoure. Et donc, les mains, quand je vous disais que les mains sont un organe central, d'accord, vous en avez ici, j'allais dire, une première illustration. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les mains sont liées aussi énormément à nos activités à la fois cognitives et émotionnelles. C'est-à-dire qu'elles nous aident à penser. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, quand je fais cette conférence, vous avez vu que je parle et qu'en même temps, j'utilise mes mains.
je ne l'ai pas prévu, je ne l'ai pas planifié, c'est un mouvement qui est naturel, qui vient accompagner mon discours. Eh bien, c'est une aide cognitive pour penser et pour structurer la pensée. D'accord? Donc, vous voyez que les mains sont directement impliquées dans ma façon de penser, dans mes activités cognitives en cours et dans ma façon de structurer et d'organiser ces activités cognitives. D'ailleurs, vous le savez très bien que souvent, les enfants commencent à apprendre à compter mentalement en comptant sur leurs doigts. Ça les aide à apprendre à compter mentalement. Après, ils n'ont plus besoin de leurs doigts. Mais en même temps, on se surprend tous parfois à réutiliser nos doigts pour essayer de dénombrer des choses. Les mains sont aussi des organes émotionnels. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont montré, notamment dans le domaine de la neuropsychologie, qui ont montré l'interaction directe entre certains mouvements de main, d'accord, et l'activité cérébrale. Il y a des recherches intéressantes qui ont été faites notamment sur ce que ça fait que de serrer le poing de la main sur l'activité cérébrale, d'accord. Et notamment, eh bien, vous l'aurez compris, ça va stimuler, j'allais dire, des émotions violentes. Et c'est évident, lorsqu'on serre le poing, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas véritablement en place en nous. On n'est pas très en paix. Simplement, on a beau se dire qu'on est en paix, quand on serre le poing, il y a quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, quelque part, eh bien, les mains, dans leurs différents mouvements, sont intimement liées, j'allais dire, à une activité cérébrale qui est assez intense, comme on le voit sur cet homunculus sensitif. D'autres recherches sont très intéressantes. Par exemple, la température des mains va influencer sur votre façon de percevoir le monde et notamment les autres. Il y a une recherche très intéressante qui montre par exemple que si on vous met dans les mains une tasse de café chaud, donc que vous avez une sensation de chaleur dans les mains et que vous croisez quelqu'un, d'accord, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'évaluer cette personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'avoir une perception positive de cette personne si vous tenez une tasse de café chaud, d'accord, et d'avoir une évaluation plutôt négative de cette personne si, au contraire, on vous met une boisson froide dans la main. Donc, vous voyez que la température des mains va avoir une influence aussi sur la façon dont vous percevez le monde, tout simplement, et les autres en particulier. Donc, ce que je veux dire, c'est que les mains sont à la fois un organe des sens, mais aussi un organe d'une certaine façon cognitif, puis un organe émotionnel. Mais je voudrais vous faire rentrer et vous faire un petit voyage, j'allais dire, dans l'histoire de l'humanité en vous présentant cette dame. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent ou la reconnaissent. Cette dame s'appelle Lucie. C'est le premier hominidé qu'on a retrouvé. Alors, ce n'est pas la première en tant que telle, mais c'est la première qu'on a retrouvée dans l'histoire en 1974, en novembre 1974 en Éthiopie. C'est Yves Coppens, donc paléoanthropologue français. Hop, je vais vous la remettre. Qui l'a découverte. Et ce qui est très intéressant avec Lucie, qui est la première forme humaine d'une certaine façon, c'est qu'on l'a comparée avec les plus grands singes évolués de l'époque pour voir qu'est-ce qui différenciait Lucie, première forme d'humain, aux plus grands singes évolués à l'époque, les chimpanzés, d'accord, à ce moment-là. Et en fait, il y a énormément de choses qui les séparent, mais en particulier, il y a deux choses qui les séparent. C'est d'une part le poids du cerveau, c'est-à-dire que Lucie a un cerveau plus volumineux d'à peu près 20% que celui d'un chimpanzé. D'accord? Même si son cerveau a une structure à peu près équivalente que celui du chimpanzé, il est plus gros et donc plus à même de traiter plus d'informations que les plus grands singes. D'accord? Donc ici, vous avez un marqueur, d'une certaine façon, un marqueur d'intelligence différent. Mais ce qui est très intéressant et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce qui fait la grande différence entre Lucie, première forme d'Australopithèque hominidé, et les grands singes, eh bien, c'est que la main présente en particulier une grande différence, c'est qu'il existe un pouce plus court, mais plus fort. Et ça vous paraît peut-être anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce que ça fait toute la différence. Et ce pouce, qui est donc un doigt qui est en opposition avec les autres, qui est plus court, mais plus puissant, va permettre à Lucie et évidemment à l'ensemble des humains qui ensuite sont apparus, d'accord,
fort de cet héritage qui s'est évidemment amélioré au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, va permettre de faire des gestes extrêmement différents et extrêmement nouveaux par rapport aux gestes que pouvaient faire les grands singes, et en particulier, eh bien, des gestes de minutie qui permettent de fabriquer des petites choses minutieuses, fines, et puis aussi, vous voyez là, d'accord, à partir de peintures rupestres, d'être capable de saisir notamment des pierres, des bâtons, et vous avez compris, pour faire quoi? Pour chasser, puis peu à peu pour construire des outils. Ce que je veux dire, c'est que vous avez ici cette idée selon laquelle le pouce en particulier est, le pouce court et fort, est la marque de l'être humain. C'est ce qui lui permet de faire des choses avec ses mains que les grands singes ne peuvent pas faire. Et qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ça lui permet d'explorer le monde, ça lui permet de bâtir le monde extérieur, ça lui permet de dominer le monde extérieur. Et ça, c'est l'être humain qui l'a accompli. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce pouce et le reste des doigts va donner cette capacité et cet instinct extrêmement fort chez l'être humain d'être capable de saisir, d'agripper, de retenir, et vous m'avez compris, de posséder. Et l'instinct de possession, cette idée selon laquelle nous sommes quelque part à travers ce que nous possédons, parce que si on vous enlevait aujourd'hui tout ce que vous possédiez, eh bien, vous verriez que quelque part, il ne resterait pas grand-chose de vous en termes de ressenti, pas dans la réalité, mais en termes de ressenti, évidemment. D'accord? Cet instinct de possession, ce besoin d'avoir, d'accord, qui est alimenté en fait par une chose extrêmement importante, c'est la peur de perdre. Dès lors que nous tenons quelque chose, d'accord, se soulève en nous, même de façon extrêmement minimale, la peur de perdre ce que nous tenons. La preuve, quand vous tenez quelque chose et que vous l'échappez par erreur, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, hop, pendant un bref instant, se raidit. D'accord? Alors, vous imaginez, plus ce que vous tenez est précieux pour vous, plus le sentiment de le perdre va être extrêmement important. Et donc, ce sentiment de posséder, combiné à cette peur de perdre, va générer quoi? Un sentiment et un besoin de protection. De protection et donc de défense. Et donc, on va être capable de tout faire pour défendre ce que nous possédons. Et quand vous regardez ce point que je suis en train de serrer, en fait, il indique deux choses. Il indique à la fois une main qui tient fermement quelque chose auquel, justement, il tient, et un point qui est prêt à frapper pour se défendre. Regardez que ces deux dynamiques coexistent dans un même geste. La guerre, messieurs, dames, et en tout cas pour les théories qui ont été développées sur les sources de la guerre, il y en a de multiples, mais il y en a une qui est dominante, c'est que les guerres sont souvent liées à la possession. La source des guerres, c'est souvent, j'allais dire, un instinct de possession qui s'exprime, quelque chose qui veut défendre ce qu'elle possède ou quelque chose qui veut acquérir ce qu'un autre possède. La guerre est intimement liée à la main. En tout cas, à ce qu'incarne la main. Et donc, ce qui est très intéressant également, c'est que Lucie, par rapport aux autres singes, avait cette caractéristique d'être en position verticale, c'est-à-dire qu'elle se levait, elle était donc bipède, alors que les autres singes ne sont pas en position de bipédie. Mais quand tout d'un coup l'être humain s'est levé, c'est-à-dire s'est levé sur ses deux jambes, d'accord, ça lui a ouvert un horizon absolument gigantesque, tout aussi gigantesque que nous dans la voie des mains lorsqu'on passe d'une main fermée à une main ouverte. Autrement dit, tout d'un coup, en étant en position de bipède, eh bien, l'être humain libère ses mains et donc libère une infinité d'activités manuelles qui vont lui permettre, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, d'explorer, de bâtir, de dominer le monde. Ça a eu un impact sur le cerveau et notamment sur la physiologie humaine. Pourquoi? Parce que quand on s'est mis à utiliser nos deux mains en même temps pour faire des choses, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'être humain a eu besoin de contrôler ce qu'il faisait visuellement. Ça veut dire que sur une surface raccourcie du visage, le visage s'est raccourci,
C'est pour ça que notre visage est plus étroit par rapport au singe. Les yeux se sont rapprochés pour converger vers ce qu'ils voyaient devant eux. Et tout d'un coup, nous nous sommes mis à voir ce que nous faisions avec nos mains. Et en voyant ce que nous faisons avec nos mains, nous prenons conscience de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Et donc, quelque part, les mains sont deux choses. Un marqueur de l'humanité, c'est-à-dire une trace d'humanité, à travers notamment le pouce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi et surtout un organe de la conscience. C'est un organe qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes. C'est un organe qui nous permet de prendre conscience non seulement du monde qui nous entoure. Bien sûr, quand je pose mes mains sur ce monde, j'en prends conscience à travers quoi? Les sensations que cette proximité de mes mains avec le monde provoque. Mais en même temps, d'accord, je prends conscience de celui qui pose ses mains sur le monde. Autrement dit, dès lors que je pose ma main sur le monde, quand je dis sur le monde, c'est sur un objet, sur quelqu'un, etc., eh bien, j'ai un sentiment de moi-même, j'ai un sentiment de vivre. Dès lors que je tiens un objet, j'ai un sentiment de moi-même, j'ai un sentiment de vivre. Donc, les mains sont beaucoup plus que des simples capteurs avec des récepteurs. Les mains sont de véritables organes de la conscience. Or, mesdames et messieurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour passer de la guerre à la paix, autrement dit, pour bâtir la paix, d'accord, il faut quelque part élever son niveau de conscience. Donc, je me dis que si nous sommes capables, grâce à nos mains, d'élever un peu notre niveau de conscience, parce que nos mains sont capables, puisque c'est un organe de la conscience, alors elles ont cette vocation de nous permettre aussi de bâtir la paix à main nue. Ceci n'exclut en rien toutes les autres initiatives politiques qui sont prises pour organiser des relations plus harmonieuses, des relations plus apaisées, etc. Bien entendu. Voilà le monde, j'allais dire, fascinant des mains. Et voilà en quoi, d'une certaine façon, eh bien, les mains peuvent être des organes qui nous guident vers un apaisement de nous-mêmes et donc vers un apaisement avec les autres et un apaisement du monde. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans une deuxième partie, d'accord? Un peu plus loin. Mais avant, je voudrais faire une hypothèse. Et c'est cette hypothèse, bien sûr, que nous allons explorer dans cette deuxième partie de cette conférence. Si nos mains ont été si cruciales, si centrales dans notre évolution, si nos mains sont si essentielles pour sentir le monde extérieur, si nos mains sont si bien équipées pour mieux penser, pour mieux réfléchir, pour mieux bâtir ce qui nous entoure, peut-on faire l'expérience, en retournant la caméra, qu'elles sont tout aussi centrales, d'accord, pour explorer notre intériorité, qu'elles peuvent être tout aussi essentielles pour bâtir cette intériorité, et qu'elles peuvent être, j'allais dire, tout aussi importantes, eh bien, pour bâtir justement la paix. C'est l'hypothèse que j'ai faite lorsque j'ai fondé, la voie des mains, cette discipline martiale dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. C'est cette hypothèse, c'est-à-dire si nous sommes capables de faire autant de choses avec nos mains à l'extérieur, je crois fondamentalement, et quand on bâtit quelque chose d'un petit peu original, il faut avoir la foi là-dedans, je crois fondamentalement, et c'est ma vision, d'accord, que nos mains sont également capables d'explorer, de façonner, de bâtir notre intériorité en quête d'un apaisement, en quête d'être mieux aimant, en quête d'être plus en paix avec les autres, avec le monde. Alors, c'est un peu cette hypothèse que nous allons explorer ensemble dans la deuxième partie de cette conférence. Comme je l'ai fait tout à l'heure, pour faire la transition, je vous propose une deuxième petite expérience, vous allez voir, un peu plus avancée, où vous allez pouvoir un peu mieux sentir ce que je viens de vous raconter en termes de main comme organe d'essence. Alors, l'exercice est un petit peu différent. Je vous propose de prendre
vous regardez simplement autour de vous le premier objet qui vous tombe sous la main et de le prendre dans votre main comme ça, n'importe comment, enfin pas n'importe comment, mais vous le prenez et puis surtout, vous ne bougez plus après, vous ne bougez plus la position de l'objet dans votre main. Et je vous propose de poser votre main sur votre jambe de façon à ne pas fatiguer votre bras. Donc, prenez le temps d'agripper un objet, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance dans l'immédiat. Et puis, de refermer simplement votre main dessus. Il ne s'agit pas de le serrer, ça c'est juste de refermer cet objet. OK. Et une fois encore, de vous tenir un petit peu immobile, silencieux, pour que l'expérience soit facilitée, et de fermer les yeux pour que l'expérience soit plus simple. Et je vous propose, première étape de l'exercice, eh bien, d'essayer de sentir ce que vos mains vous envoient comme information objective sur cet objet. Sa forme, ses angles, sa texture, sa température, son poids. Essayez de faire le tour de tout ce que vos mains sont capables de vous envoyer comme indice sur ce que vous tenez en ce moment dans cette main, comme si vous étiez des aveugles et que vous veniez de saisir un objet que vous ne connaissiez pas. Deuxième étape, en vous fondant et en partant de toutes ces informations-là, essayez simplement de ressentir ce que vous sentez de cet objet, vous, de ce que cet objet vous dit, de quels sont les commentaires qui montent sur cet objet que vous avez dans votre main. Qu'est-ce que vous vous dites à propos de cet objet? Pour être dans cette espèce d'expérience dans laquelle un peu mélangée, dans laquelle on ne sait pas vraiment si on parle de l'objet ou si on parle de nous. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de vous dire cet objet est trop volumineux, ça ne parle pas de l'objet, ça parle de vous. Un objet n'a pas vocation à être trop volumineux. Il a vocation à être, tout simplement. Mais dès lors que vous décrivez un objet avec des mots du type c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est pas assez, etc., c'est de vous que vous parlez, non pas de l'objet. Donc, c'est essayer de laisser monter ces sentiments. Et enfin, essayez simplement, à travers à la fois l'objet et ses caractéristiques, ce que vous ressentez de cet objet, eh bien, essayez de conclure cette expérience par un sentiment que vous avez de vous-même lorsque vous tenez cet objet. Comme si tout d'un coup, ce n'est plus vous qui parlez de l'objet, mais c'est l'objet qui se met à parler de vous par vos mains. Voilà pour cette deuxième expérience que je voulais vous proposer. C'est également une expérience que nous faisons très régulièrement dans la voie des mains pour entraîner petit à petit la main à faire parler le monde, enfin à faire parler le monde de nous, comme si les mains étaient les traducteurs de ce que le monde avait à dire sur nous. Alors justement, ceci me donne la transition sur cette deuxième partie de cette conférence, bâtir la paix à main nue,
j'ai essayé jusqu'alors de vous emmener dans ce monde absolument fascinant de la main, en essayant de vous montrer à quel point, finalement, c'était de véritables organes de la conscience humaine. Et que si on prend cette idée au sérieux, la paix nécessitant, j'allais dire, une élévation de notre niveau de conscience, les mains y peuvent quelque chose. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard que les mains sont très utilisées, très engagées pour quand on veut faire un geste de paix. Hein. Vous savez, souvent on dit bah, fais un geste, fais un geste. Bah, un geste, on le fait avec la main, d'accord? Comme si cette main allait incarner l'évolution de notre conscience qui nous a permis de passer d'une situation conflictuelle à une situation apaisée, d'un monde en guerre à un monde en paix. Alors, pour aller plus loin, dans la deuxième partie de cette conférence, je voudrais vous parler des quelques hypothèses que je fais justement sur la façon dont nous pouvons utiliser les mains comme un organe de la conscience et donc sur la façon dont nous pouvons utiliser les mains pour bâtir la paix, précisément à main nue, bien sûr. Pour ça, il faut comprendre que revenir à la phrase que j'ai introduite au début, c'est-à-dire pour bâtir la paix, il faut apprendre à combattre. Et ce qui est important, c'est que la question, c'est pas tant le combat, c'est qui est l'adversaire? Qui est le véritable adversaire? Alors, si j'étais juif et puis que j'avais un Palestinien de Gaza en face de moi, je dirais, ben, mon adversaire, c'est le Palestinien de Gaza. Et celui-là, il faut le faire disparaître ou alors il faut qu'il se calme. Si j'étais Palestinien de Gaza, je dirais, moi, mon adversaire, c'est le juif d'en face, d'accord? Et lui, c'est pareil, il faudrait qu'il disparaisse ou qu'il se calme, qu'il me laisse la place. Excusez-moi, hop là, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est pas, moi, j'appelle pas ça un adversaire, j'appelle ça un ennemi. Et l'ennemi, c'est le propre du langage, effectivement, belliqueux. C'est le propre du langage guerrier. OK? Je vais donc vous parler de l'adversaire. D'accord? Et le combat à main nue que nous menons, d'accord, c'est un combat contre toujours le même adversaire, nous-mêmes. Le seul adversaire avec lequel nous pouvons faire quelque chose de constructif et non pas de destructif, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais des arts martiaux. Vous avez ici quelques photos, notamment d'aïkido, d'accord? Mais c'est le propre de tous les arts martiaux que nous apprendre, évidemment, à combattre et historiquement été inventé pour des populations pauvres, notamment, et des populations de religieux, de méditants, pour se défendre, évidemment, pour se défendre, non pas pour détruire contre des ennemis, mais le caractère génial de l'art martial, c'est de dire, mais en fait, le plus important, c'est pas l'ennemi en face, c'est toi-même. Si toi, tu ne te maîtrises pas, si toi, tu es fragile, si toi, tu es défaillant, si tu ne te prends pas en compte, tu seras battu. Et donc, l'art martial, dans sa nature la plus pure, la plus traditionnelle, la plus spirituelle, c'est un art du soi-même. Non pas pour se détruire, mais comme je le disais tout à l'heure, pour apprendre à se dominer, pour apprendre à se maîtriser, bref, pour apprendre à devenir un maître du combat, autrement dit, un maître de sa vie. Et le maître de sa vie, c'est un homme ou une femme en paix, bien entendu. Et donc, pourquoi on appelle ça un art martial? On comprend l'aspect martial, parce qu'il y a un combat. Et je vous parlerai tout à l'heure, en particulier pour la voix des mains, de quel combat on parle. Mais il y a un combat avec un adversaire qui est un peu étrange, c'est nous-mêmes. La question est de savoir pourquoi s'agit-il d'un art? Pourquoi parle-t-on d'art martial? Eh bien, pour plein de raisons. D'une part, parce que ce n'est pas une technique. Si vous faites du tai chi, si vous faites de l'aïkido, si vous faites du karaté, si vous faites de la voix des mains, si vous faites n'importe quel art martial traditionnel,
et que vous le faites sous l'angle technique, c'est-à-dire faire des mouvements de main, eh bien, ça reste froid. Ça reste froid, ça reste robotique. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre dimension à ce que nous faisons. Et c'est la dimension artistique. C'est quoi en fait la dimension artistique? C'est passer d'un état de guerre à un état de paix, d'abord intérieur, d'accord? Pour découvrir quoi? Pour découvrir sa beauté. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que la beauté a tout à voir avec l'art, l'esthétisme. Je crois que bâtir et combattre pour bâtir la paix, c'est combattre pour faire surgir notre beauté humaine. Parce qu'il y a une propriété intrinsèque à la beauté humaine, c'est qu'elle ne peut pas rester seulement pour nous-mêmes. Et que dès lors que nous prenons contact avec notre beauté humaine, dans la Voie des Mains, on appelle ça la grande humanité, d'accord? Quand nous prenons contact avec cette beauté humaine, nous savons qu'elle va déborder et qu'elle va donc embellir ce qui se trouve autour de nous. Embellir le monde par nos beautés respectives, d'accord? C'est bâtir la paix. Quand en plus on le fait par les mains, c'est bâtir la paix, à main nue. Alors, pour ça, il faut revenir sur quelques éléments de la philosophie de cette perspective de combattre, apprendre à combattre pour bâtir la paix, et vous comprendrez un peu mieux après, et je terminerai par ça, évidemment, par la Voie des Mains. La première hypothèse, c'est une hypothèse qui n'est pas originale en soi, parce qu'on en entend souvent parler. Je pense qu'on n'entend pas vraiment ce que ça veut dire quand on en entend parler, mais il faut quand même le remettre en contexte. La première hypothèse, c'est de dire que le monde est un miroir. Que le monde, en fait, reflète qui nous sommes. Alors, on l'a tous entendu, ça. D'accord? On l'a tous entendu, on sait tous à peu près ce que ça veut dire, on a tous une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. Il se trouve que j'aime bien, notamment lorsqu'on parle de choses a priori aussi subtiles et profondes que ça, moi j'aime bien prendre ces phrases au pied de la lettre et vérifier ce que ça donne. Alors, effectivement, en tout cas, je peux le dire du point de vue de mon expérience, le monde est effectivement un miroir. Pas un miroir vague, pas un vague miroir vu de loin, un miroir d'une précision extrême, qui va dans le détail. D'accord? Et on l'a tous entendu, et on retrouve ces phrases que j'ai mis comme ça. Je ne les ai même pas sourcées parce qu'on les entend tellement qu'on ne sait plus d'où elles viennent. Il y en a certaines, on les attribue à certains grands sages, mais ce n'est même pas évident. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles véhiculent comme idée. Et toutes ces phrases véhiculent que le monde est un miroir. Hein. Ce n'est jamais le monde que l'on voit, mais notre monde. Alors, ça veut dire que quand on regarde à l'extérieur, le monde extérieur, en fait, c'est pas le monde extérieur qu'on voit, mais c'est notre monde. Alors, en ce moment, je vois une lampe et je pourrais me dire, bah non, je vois pas mon monde, je vois une lampe. Alors, si c'est pas le monde que je vois, mais moi-même, j'aimerais bien savoir où je suis. On va en reparler. Être le changement que l'on veut voir dans le monde, vous connaissez, ça c'est souvent attribué à Gandhi, c'est loin d'être clair, mais peu importe, la phrase est intéressante. Ça veut dire quelque part, on est en train de dire, finalement, quand on se regarde dans le miroir, ce qu'il faut changer, ce n'est pas le reflet, c'est soi-même, parce que si on se change soi-même, le reflet changera aussi. Pour changer le monde, commençons par se changer soi-même, c'est un petit peu la même chose, mais tout ça présuppose, de façon assez intéressante d'ailleurs, que le monde serait un miroir dans lequel on pourrait se regarder et qui nous renverrait donc un reflet de nous-mêmes. Et ces reflets sont partout. Ces reflets sont partout. Autant lorsque l'on regarde la vie, ici par exemple avec ce magnifique flamant rose, plutôt rouge, la vie animale, la vie végétale, la vie humaine.
Regardez n'importe quelle forme de vie évoluer sur Terre, et si vous avez un œil un peu aiguisé, vous verrez vous. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est dans les objets. Regardez des objets et vous allez vous apercevoir avec un œil sans doute un peu plus affûté encore qu'il va vous renvoyer un reflet de vous-même, mais pas un reflet vague, un reflet d'une extrême précision. Et je me permettrai de dire parfois d'une précision redoutable. Donc ça, c'est la base, j'allais dire, de ce combat pour bâtir la paix à main nue. C'est-à-dire, s'il s'agit de combattre contre soi-même, eh bien, comment pouvons-nous avoir accès à nous-mêmes en regardant le monde? Mais si je continue à me persuader que le monde est extérieur à moi et qu'il y a une distance entre moi et le monde, qu'il y a une distance permanente entre le moi et le monde, et elle existe. Posez vos yeux maintenant sur n'importe quel objet autour de vous, vous voyez cet objet et immédiatement vous percevez une distance. Vous savez qu'il y a une distance, vous dites c'est loin, c'est près. Mais s'il y a une distance, ça veut dire qu'il y a un espace, ça veut dire qu'il y a une différenciation entre vous et ce que vous regardez. Tant que je suis dans cette perception du monde, qui est une première perception du monde, sensorielle principalement, eh bien, je n'aurai en face de moi que des ennemis, des autres qu'il faut, pour lesquels je peux avoir des raisons de combattre, mais aussi des autres que je peux avoir aussi des raisons d'aimer, bien sûr. D'accord? Maintenant, je voudrais vous faire une petite expérience. Imaginons que nous regardions tous ensemble le même arbre, comme celui-là, par exemple, et qu'on se mette de façon très simple, assez directe, à décrire cet arbre, chacun pour soi. D'accord? On dirait que c'est un arbre qui a des feuilles, qui a priori sont des feuilles, semble-t-il, des feuilles d'automne, ce pas des feuilles vertes, que le tronc est noir, que l'arbre est plutôt fourni et qu'il est sur fond de ciel étoilé, hein, par exemple. Je suis donc en train de décrire le plus objectivement possible cet arbre. Il y a de fortes chances que nous soyons tous d'accord là-dessus, à quelque chose près. D'accord? Que nous soyons tous d'accord pour se mettre d'accord justement sur un certain nombre de caractéristiques que l'on a tous retrouvées de façon commune pour décrire cet arbre. Mais si vous regardez cet arbre maintenant et que vous vous attardez un peu plus sur cet arbre, vous allez vous apercevoir que les choses ne sont pas si clairement découpées et que vont remonter en vous de façon tout à fait naturelle et quasi spontanée des sentiments, peut-être des souvenirs, des comparaisons, un climat, une atmosphère, qui fait qu'en fait, cet arbre prend toute une existence en vous et que vous le voyez d'un certain œil. Il va vous rappeler des choses, il va vous rappeler peut-être l'automne québécois, il va peut-être vous rappeler des paysages, il va peut-être vous rappeler des vacances, il va peut-être vous rappeler, je ne sais pas, des sentiments agréables que vous avez vécus. Peu importe, ça appartient à chacun, selon nos histoires, selon nos éducations, selon nos expériences préalables. Bref, cet arbre, en fait, n'est pas qu'un élément objectif, mais devient tout d'un coup tout un univers que nous transportons avec nous. Et là, on serait incapable d'être d'accord avec les autres sur l'univers que nous voyons dans cet arbre. Pourquoi? Parce qu'il nous est unique. Il nous est absolument unique. Et en fait, lorsqu'on est un petit peu malin et entraîné, on s'aperçoit que tout cet univers qui tout d'un coup remonte comme une bouffée de chaleur ou une bouffée de froideur, parce que parfois c'est pas très agréable, d'accord? Eh bien, on serait tout d'un coup capable de discerner lorsque ces brouillards du climat se seraient dissipés, eh bien, une image de nous-mêmes, une image précise de l'instant face à cet arbre. Lorsque, où que nous posions nos yeux, à toute seconde, à toutes les secondes, où que nous posions, alors évidemment, on ne le voit pas parce que nous vivons dans des vies à la fois très agitées, très bruyantes. Le monde de l'être humain, le monde de l'ego, pour dire les choses peut-être un petit peu grossièrement, est un monde qui entretient, non pas uniquement artificiellement, mais de façon extrêmement consciente, l'agitation permanente, les images, les écrans,
la vitesse, l'accélération, la cadence, d'accord, la séquence qui vont très vite. Pourquoi? Eh bien, justement, pour nous éviter tout d'un coup de fixer quelque chose et de nous voir. Le monde est bruyant pour nous éviter d'entendre ce qui monte et d'entendre quelque part le son, j'allais dire, de ce reflet. Nous vivons dans un monde très agité, très absent à lui-même, justement, pour ne pas voir tout ça. Et on ne peut plus le voir. Pour le voir, il faut accepter, eh bien, j'allais dire, de pratiquer certaines disciplines qui, pour moi, ont toute une vocation spirituelle en tant qu'elles nous immobilisent dans quelque chose, justement, d'immobile, de silencieux, et que tout d'un coup, on prenne la mesure que le monde nous renvoie ce que nous sommes. En vous parlant de cette expérience, je vous parle en fait de 3 niveaux d'expérience différentes. Il y a la première expérience que nous appelons dans la voie des mains la zone d'expérience sensorielle, c'est-à-dire simplement être capable avec nos sens, comme vous l'avez fait avec l'objet dans vos mains tout à l'heure, de dire, bah voilà, c'est un arbre avec des feuilles vraisemblablement dorées, sur fond étoilé, tronc et branches noires. Donc c'est cette zone d'expérience extérieure que nous avons tous de façon innée, spontanée, automatique. Dans cette zone d'expérience, nous sommes capables de nous entendre. En revanche, vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, quand on reste fixé sur cette table, on est dans une zone que j'appelle mixte, c'est-à-dire que les choses se mélangent. On ne sait plus trop si on parle encore de l'arbre ou si on parle de nous en train de regarder l'arbre. Mais si on parle un peu de nous en train de regarder l'arbre, on est donc bien en train de parler de nous. Et si je dis, si je trouve cet arbre majestueux, je parle de moi, c'est un mot qui vient de moi. L'arbre en tant que tel, il n'a pas été créé pour être majestueux. C'est moi qui dis qu'il est majestueux. D'autres pourront dire royal, mais d'autres pourront dire il est assez maigre cet arbre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être l'expérience d'immenses forêts de chênes. Il est un peu maigrichon. Ouais, mais si moi je dis qu'il est majestueux et l'autre dit qu'il est maigrichon, on ne va pas s'entendre. C'est une zone d'expérience mixte où finalement on ne sait plus trop de quoi on parle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une troisième zone d'expérience, qui est la zone d'expérience intérieure cette fois, où à un moment donné, quand je vous disais, quand le brouillard du mélange se dissipe et que les choses se fixent, tout d'un coup, on se dit finalement, je ne parle pas de l'arbre, je parle de moi. Et ça va même plus loin, l'arbre est en train de me parler, l'arbre est en train de parler de moi. Et il est en train de dire que je suis en ce moment même un être majestueux, par exemple, ou un être touffu, par exemple, peu importe. C'est ça l'expérience du miroir. C'est l'expérience du miroir nécessite de traverser la zone d'expérience sensorielle, se perdre un petit peu sans plus trop savoir où on est dans cette zone d'expérience mixte pour rencontrer enfin la chose la plus claire du monde. Voilà qui je suis quand je regarde le monde maintenant. Et voilà, je suis le monde, je suis ce que je vois, d'une certaine façon. La question qui va se poser, c'est en vérité, que voyons-nous quand nous regardons le monde? Eh bien, quand nous regardons le monde, c'est exactement la même chose que lorsqu'on se lève le matin et qu'immédiatement on se regarde dans le miroir. Il nous est renvoyé un reflet qui très souvent n'est pas celui que nous voudrions avoir. D'ailleurs, nous nous précipitons après dans des ablutions ou dans d'autres activités, j'allais dire, pour avoir un, j'allais dire, un reflet un peu plus acceptable, un peu plus embelli, etc. Mais rappelez-vous de cette première expérience du miroir le matin où finalement on a les traits tirés, on est mal coiffé et au fond ce reflet ne nous convient pas beaucoup. C'est une autre hypothèse.
Et l'hypothèse est la suivante, c'est que, un, le monde est un miroir, et deux, il nous renvoie souvent, souvent, le reflet de ce que j'appelle, et vous l'aurez compris tout à l'heure, une petite humanité. Et ce n'est pas du tout un terme péjoratif. C'est une humanité, cette humanité en nous qui fait ce qu'elle peut, qui fait ce qu'elle sait faire, qui se contente de certaines choses. Une humanité, la petite humanité, c'est cette humanité imparfaite, contradictoire, incomplète, cette humanité parfois un peu tordue qui nous habite tous. Cette petite branche-là que vous voyez un peu morte. Et en fait, vous allez me dire, ah ben non, c'est pas ça qu'on voit. Ben, la plupart du temps, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, si nous ne voyions que nos beautés dans le monde, nous ne maltraiterions pas le monde. Nous ne maltraiterions pas les autres. Il n'y aurait pas de guerre, pas de conflit, pas d'opposition, pas de destruction, parce qu'on ne détruit pas la beauté. Or, vous en conviendrez avec moi, le monde, j'allais dire physique, j'allais dire, est une somme de beauté accumulée qu'aujourd'hui l'humanité est en train de détruire, j'allais dire à petit feu, non à grand feu. Mais c'est bien quelque part le marqueur qui nous montre qu'en fait, nous ne supportons pas ce que nous voyons de nous, y compris dans la beauté du monde, et encore moins évidemment dans la pauvreté ou la laideur du monde. Mais bien sûr, on s'entend que l'idée, c'est de voir dans le monde notre grande humanité dans ce miroir. C'est-à-dire ce qui en nous est grand, ce qui en nous se tient, ce qui en nous est noble, ce qui en nous est sacré, comme cette Église par exemple. Et toute la question est de savoir comment passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire comment passer d'une humanité en guerre à une humanité en paix. Parce que dès lors que si on se voyait beau dans le miroir du monde, on ne le détruirait pas. On ne le détruirait pas. Et donc, il ne s'agit pas de changer le monde, mais il s'agit de changer le regard que nous portons sur nous qui regardons le monde. Et donc, la contribution, et là je vais rentrer pour la dernière partie de cette conférence dans la voie des mains en particulier, puisque j'ai parlé des mains, puis ensuite j'ai parlé justement de ce combat. La contribution particulière de la voie des mains, son originalité, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'alors n'appartient pas à la voie des mains, ce n'est pas très original ce que je vous ai dit. J'ai simplement essayé de l'articuler un petit peu plus précisément. Mais la contribution de la voie des mains réside dans, c'est une discipline qui permet de comprendre comment nous gérons, comment nous dealons avec ces reflets permanents de nous-mêmes dans le monde. Comment nous dealons avec ces reflets de petite humanité qui nous arrivent régulièrement, dont nous n'avons pas vraiment conscience, puisque, je vous l'ai dit, nous vivons de façon assez automatique dans un état d'absence qui nous permet de ne pas voir ces reflets. Alors vous allez me dire, bah, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Sauf qu'en réalité, même si nous sommes absents à ces reflets de nous-mêmes lorsque nous posons nos yeux sur le monde, même si nous sommes absents à ces reflets, eh bien, ces reflets s'impriment subconsciemment en nous. J'ai bien dit subconsciemment, pas inconsciemment. Inconsciemment, ça veut dire qu'on n'y pensera jamais, qu'on ne saura jamais de quoi il s'agit. Subconsciemment, ça veut dire que ça flirte avec notre conscience, ça affleure notre conscience. Donc, que c'est là. Et qu'en fait, la plus grande illusion, c'est de croire que tout d'un coup, le reflet que nous voyons de nous-mêmes dans le monde, en fait, ce n'est pas un reflet de nous-mêmes, c'est l'autre. Et lorsque ce reflet ne nous convient pas, ça veut dire qu'il est extérieur à nous. Et s'il est extérieur à nous, il faut le faire disparaître d'une façon ou d'une autre. C'est la source, mesdames et messieurs, de toutes les guerres. Lorsque tout d'un coup, nous nous convainquons que ce qui nous est renvoyé par le monde, par l'autre, par les autres, par les objets, ce que vous voulez, par la nature, par la vie, d'accord? Lorsque nous nous convainquons qu'en fait, eh bien, ce n'est pas un miroir de nous-mêmes, mais c'est simplement parce que nous projetons ce miroir sur l'extérieur. La contribution de la voie des mains, c'est de se dire comment nous y prenons-nous pour entretenir
cet état d'absence, comment nous y prenons-nous pour dealer avec ces reflets permanents auxquels nous essayons d'échapper en permanence, justement, parce que sinon c'est insupportable. C'est-à-dire, tout d'un coup, je vais croiser mon voisin et puis je vais penser, bah dis donc, ce matin, il me fait la gueule, mon voisin. Mais non, il ne me fait pas la gueule, mon voisin. C'est juste moi qui est en train de projeter sur lui ma mauvaise humeur. Autre exemple, j'allais dire familier, d'accord. Je commence à me plaindre, d'accord, que mon conjoint que ma conjointe ne fait rien dans la maison. D'accord? Mais non, c'est pas qu'elle fait rien ou qu'il fait rien dans la maison. C'est juste que moi, tout d'un coup, je sens que j'ai pas de place dans cette maison. En fait, que je n'ai rien à voir, que je n'ai rien à faire dans cette maison. Alors, il vaut mieux que je projette ça sous la forme de, en fait, il fait rien dans cette maison, moi, je compte pour rien, et à ce moment-là, j'ai une raison de lui faire la guerre, j'ai une raison de lui faire ici une remontrance, parfois, j'allais dire, de me chicaner avec. La contribution de la voix des mains, c'est de dire qu'en fait, et vous allez comprendre maintenant le lien de toute cette conférence, qu'en réalité, ce qui nous permet de dealer avec les miroirs que nous renvoie le monde de nous-mêmes, c'est justement des combats. Et que nous sommes en permanence en train de livrer des combats contre ces reflets de nous-mêmes. Rappelez-vous, le seul ennemi, le seul adversaire, c'est nous-mêmes. Et donc, on distingue 5 types de combats fondamentaux pour la paix. Alors, vous avez compris que ces combats, eh bien, sont faits justement non pas pour terrasser l'adversaire, c'est-à-dire non pas pour briser ce reflet, mais au contraire pour le dépasser et donc pour trouver un apaisement. 5 grands combats fondamentaux pour la paix, 5 façons de dealer avec nos reflets dans le miroir. Le premier, c'est ce qu'on appelle la reddition. La reddition, c'est se rendre, c'est rendre les armes. Vous avez ici, je vous donnerai tout à l'heure d'autres exemples, mais un exemple d'une posture, d'une prise de main qu'on pratique, qui s'appelle la prise du roc, c'est-à-dire les mains inertes, cette espèce d'impuissance. Et donc, face à ce reflet, l'adversaire est trop fort, trop puissant, trop impressionnant. Ce reflet est trop impressionnant. On préfère rendre les armes. La reddition. Ça génère tous nos comportements d'immobilisme et d'impuissance, par exemple. Deuxième façon de dealer avec le reflet, c'est la stratégie du bouclier. C'est la stratégie, vous l'avez compris, de protection. D'accord? Le reflet ne me convient pas, je vais donc m'en protéger. Et je vais donc le repousser. Donc, je ne suis pas dans une logique d'opposition, je ne suis pas dans une logique de destruction, je ne me rends pas, je combats, mais le combat, c'est un combat de protection, de mise à distance. Si le reflet dans le miroir ne vous convient pas le matin quand vous vous levez, mettez le miroir très loin, puis vous ne verrez plus votre reflet. C'est à peu près ça, l'idée. Troisième grand combat, c'est la fuite. C'est-à-dire, l'adversaire étant trop fort, autant fuir. Et ici, vous avez un autre exemple d'une prise de main qu'on appelle la prise du clairvoyant, où on va se cacher les yeux, par exemple. Cacher les yeux, ça veut dire je ne veux pas voir. C'est une fuite, une soustraction de la réalité. Donc, une autre façon de dealer avec ce reflet, c'est je m'y soustrais tout simplement. Ok ? C'est pas de la lâcheté, c'est simplement on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Quatrième stratégie, quatrième type de combat, c'est l'opposition. Et là, c'est tous nos comportements qui rentrent en opposition, là pour le coup de combat, de guerre, de conflit, tous nos comportements conflictuels, on va appeler ça comme ça. Et puis enfin, le cinquième grand combat fondamental, c'est d'essayer de contrôler l'adversaire, de le maîtriser, l'adversaire. D'accord ? Donc, de maîtriser, de contrôler ce reflet pour ne pas qu'il devienne trop gênant, trop embarrassant, trop douloureux pour nous. Ça, là, on est dans la contribution originale de la voix des mains. C'est-à-dire comment, avec des prises de main, et on va revenir tout de suite après sur les prises de main, nous allons combattre
l'adversaire, c'est-à-dire le reflet que nous voyons dans le miroir du monde et qui souvent ne nous convient pas, et on va engager un combat avec lui, tout simplement parce que c'est ce que nous faisons habituellement. Vous l'avez compris, ce combat va se terminer comment? Eh bien, en vérité, ce combat doit se terminer dans la pratique toujours par la même chose. D'une certaine façon, il va se terminer par l'étreinte. Et là encore, c'est une originalité, c'est-à-dire l'hypothèse, la croyance, la vision qui m'habite à ce moment-là, c'est de dire la seule façon de désarmer mon adversaire, qui n'est que moi-même, c'est de l'étreindre. Parce que c'est la seule chose à laquelle il ne s'attend pas. Il s'attend à tout, mon adversaire, moi-même. Il s'attend à recevoir des coups, il s'attend à recevoir des jugements, il s'attend à être ignoré, il s'attend à être impuissant, il s'attend à tout. Mais il y a une seule chose auquel il ne s'attend pas, c'est d'être embrassé, étreint. Là réside l'expérience du désarmement intérieur. Alors, vous comprenez pourquoi nous utilisons les mains ici comme des miroirs incroyables sur ces combats que nous menons en permanence contre les reflets que nous renvoie le monde. Mais une fois encore, si je crois que ce reflet est réel, en tout cas, si je crois que ce reflet est extérieur, alors je vais me battre contre. Et ça produit tous nos comportements conflictuels, gaspilleurs, destructeurs. Quand je dis nous, c'est les nôtres à une petite échelle, mais dites-vous bien que collectivement, si nous sommes en train en permanence de nous battre contre, ça veut dire que l'énergie de guerre, elle est là en permanence et ça va donner quelque part la force à d'autres individus sur Terre, à un moment donné, de saisir une arme et de tirer. Ou ça va donner la force à d'autres individus sur Terre d'avoir l'idée de mettre le feu à la forêt. Ou ça va donner l'idée à d'autres individus sur Terre d'aller, j'allais dire, gaspiller, épuiser des ressources comme ça, j'allais dire, pour des raisons purement commerciales, par exemple. Mais ça commence par nous-mêmes, comme un réservoir avec des petites gouttes qui se versent, goutte à goutte, à un moment donné, le réservoir va se remplir, va déborder, et le débordement, c'est lorsque tout d'un coup, des hommes, des femmes passent aux actes et tout d'un coup détruisent véritablement l'autre, l'environnement, le monde, etc. Dans la voie des mains, c'est 6 combats. Pourquoi 6? Parce qu'il y a les 5 que je vous ai présentés, plus le dernier qui est l'étreinte. Combattre par l'étreinte. Le plus noble des combats, c'est étreindre l'adversaire. Vont donner lieu à 21 prises de main que je vous montre ici. Vous les avez ici au centre. Il ne s'agit pas de toutes les commenter, hein. Mais les prises de main, c'est quoi? Une prise, c'est une porte d'entrée sur nous qui va nous offrir un combat avec un reflet et qui va nous donner l'opportunité d'une étreinte. L'étreinte dans la voie des mains, c'est ouvrir les mains. Et je vous l'ai dit au début, l'ouverture des mains, c'est le geste par excellence de la paix bâtie à main nue. Ces 6 combats vont se décliner en prises et au total, on dénombre 21 prises. 21 prises dans lesquelles nous utilisons nos mains, formidable organe de la conscience, comme un miroir. Parce que comme nous sommes comme ça, ou quand nous sommes comme ça, ou quand nous sommes comme ça, eh bien, nos mains nous fournissent un miroir absolument incroyable de ce que nous sommes. Celui qui ignore, celui qui se bat, celui qui repousse, celui qui juge. Et en prenant une prise de départ comme ça, on va se mettre devant ce miroir, non pas pour se faire du mal, d'abord pour l'apercevoir, parce que d'habitude on ne l'aperçoit pas, et ensuite pour apprendre évidemment à l'étreindre. L'étreindre, prendre entre nos mains cette pépite qui est le reflet que nous renvoie le monde.
En fait, le monde est un générateur d'énergie inépuisable, un générateur d'images de nous-mêmes inépuisable. J'allais dire, c'est une énergie verte, c'est une énergie durable, c'est une énergie éternelle. Il nous renvoie ce que nous sommes de façon permanente, gratuite. Après, on a deux façons de le vivre. Ou on le vit comme une agression permanente et évidemment, on se retournera contre ce monde et ça produit ce que nous vivons. J'allais dire ce que l'humanité a régulièrement vécu depuis le début de l'humanité, mais ce que nous vivons en particulier aujourd'hui. Ou bien nous prenons ces, ces reflets comme des adversaires, de magnifiques adversaires qui nous sont présentés, contre lesquels nous allons engager un noble combat qui se terminera par l'étreinte, par le désarmement, par la paix. Bâtir la paix à main nue. Voilà l'essentiel de mon propos. Pour bâtir la paix, il faut apprendre à combattre. Si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai publié un livre cette année qui est un roman en fait, qui est un roman d'anticipation sur les 10 prochaines années, où justement je présente la voix des mains dans un roman, donc dans un roman en plus où il y a du suspense, qui est un type un peu thriller, qui s'appelle Les manuscrits de la main morte, et dans lequel j'explique un petit peu, notamment à la fin, il y a une petite note technique sur la voix des mains, et puis poser dans ce roman différentes expériences de la voix des mains que nous faisons et qui sont dans la ligne directe de ce que je viens de vous partager. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, eh bien, sachez que vous pouvez pratiquer la voix des mains de façon simple chez vous, à distance, en ligne. Pour cela, vous pouvez aller voir ces informations sur le site qui s'appelle lavoixdesmainsenligne.com, la voix des mains, VOIE, DESMINS en ligne.com. Et vous avez donc, c'est un site qui vous permet de vous initier à la voix des mains avec des exercices de présence, les 7 prises de départ. Et puis, vous pouvez également participer tous les jeudis matins de 7h30 à 8h à des pratiques guidées par Zoom que je guide tous les jeudis matins et qui vous permettent un petit peu d'approfondir cette nouvelle discipline qui est une discipline martiale pour la paix, une fois encore, qui est un art du noble combat. C'est l'art du noble combat pour la paix. Et c'est pour ça que j'ai intitulé, je pense que vous le comprenez bien maintenant, cette conférence « Bâtir la paix à main nue », parce que c'est ainsi que c'est concevable de le faire. Entre autres, bien entendu, il y a de multiples autres manières de bâtir la paix, on s'entend. Et ces journées de la paix sont justement là, ce réseau des acteurs de la paix sont justement là pour nous rappeler qu'il y a des initiatives de toutes sortes. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.